Allez, cette fois-ci, on prend le temps de parler un peu d'argent. Entre nous, genre. Et démystifier certaines notions. Ouais, faut pas 50 000 € pour commencer à investir. Non, c'est beaucoup moins compliqué que ça. Faut surtout lever le tabou autour de l'argent. Pour encourager les gens à en parler entre amis, en famille, autour de nous, quoi. Bref, on a plein de trucs à raconter. Coucou les filles. Coucou. Salut. Alors aujourd'hui, on est dans un épisode un petit peu particulier parce qu'on a une invitée qui est Gaëlle et on est aussi avec Lina. Alors Gaëlle, tu vas nous parler de ton parcours en tant que pilote. Ça fait 5 ans que tu es pilote de ligne. Est-ce que tu peux commencer en nous parlant un petit peu de ce qui t'a donné envie de devenir pilote de ligne ? Alors, c'est venu un petit peu de nulle part. Je suis partie à 18 ans, 1 an à l'étranger, en Nouvelle-Zélande. Et là-bas, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Je pensais plutôt faire architecture parce que j'aimais bien le dessin et les maths. Et puis finalement, c'était pas quelque chose qui me motivait tant que ça. C'était plus, peut-être que je ferais ça un jour. Et j'ai rencontré là-bas un vieux commandant de bord chez Air New Zealand par hasard. Et la rencontre, elle m'a tout de suite fascinée. On a parlé directement pendant des heures. J'avais plein de questions pour lui et tout. Et à la fin, je me suis dit waouh, j'aimerais vraiment faire ça en fait. Et ensuite, j'ai été rechercher les écoles, voir si c'était possible, parce que je m'étais jamais imaginé que c'était un métier accessible finalement. Ensuite, j'en ai parlé à mes parents parce que sans eux, ça aurait pas été possible du tout. C'est des études qui coûtent très cher et donc j'ai dû faire un prêt d'étudiant pour financer mes études. Est-ce que d'entrée, quand tu as commencé à faire tes recherches, tu as contacté des gens qui l'avaient déjà fait ou t'es parti vraiment de ta propre recherche à toi pour chercher une école ? Est-ce que du coup tu savais que c'était faisable à Bruxelles ou tu devais d'office partir à l'étranger pour pouvoir faire ça ? Déjà, il y avait des visites pour les écoles, donc pour pouvoir directement poser des questions aux écoles. Et j'ai aussi contacté des gens qui avaient fait des connaissances via la mère, la tante de je sais pas qui. Et c'est vrai que c'est cette personne qui m'a surtout convaincue de faire une école en particulier, qui promettait des taux d'embauche après les études qui étaient énormes. Il disait plus ou moins 98% des gens qui sortaient de cette école trouvaient un travail dans l'année. Et c'était un peu une peur qu'on avait, c'était les débouchés ensuite, parce que si j'ai un prêt, il vaut mieux avoir un travail directement après. Et donc c'est ça qui m'avait vraiment convaincue à faire cette école en particulier. Et là, tu parles de prêts, mais est-ce que tu peux nous parler un peu des montants concrètement ? On parle de combien de milliers d'euros ? Alors, préparez-vous, parce que du coup, c'est 105 000 € pour l'école. Pour tout le cursus ? Ouais, ça dure environ 2 ans. Et c'est cher, ouais. Et est-ce que tu dois t'engager sur ces 105 000 € directement ou c'est séparé ? Non, c'est au fur et à mesure. Donc, il y a la partie théorique qui dure environ 1 an, on va dire. Et ça, c'est environ 12 000 €. Et ensuite, la partie pratique qui se fait peu à peu, mais on balance des 30 000 € et ensuite, quelques mois après, 30 000 de nouveau. Donc, ouais, c'est au fur et à mesure. Il faut réussir la partie théorique pour avoir accès à la partie pratique. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si tu rates la partie théorique ? Tu perds 12 000 €. C'était environ 14 examens et il fallait avoir 75% ou plus dans chacun pour réussir. Et c'était des écoles qui étaient juste pour les pilotes ou il y a d'autres métiers de l'aviation qui sont après ? C'était juste pour les pilotes, là où je suis allée. Mais c'était aussi une école qui a beaucoup de simulateurs d'avion. Donc c'était aussi son deuxième business, on va dire. Le premier, c'était les simulateurs et ensuite les étudiants. Et du coup, tu peux nous faire rêver un petit peu, qu'est-ce que ça inclut cette somme ? Je sais que tu es partie à l'étranger, etc. Rapidement, les grandes étapes du parcours. Donc la partie théorique, ensuite pour la partie pratique, donc d'abord on apprend à piloter en regardant à l'extérieur, donc on appelle ça le CPL. Et pour ça on est allé en Arizona, c'était super d'ailleurs, c'était une expérience incroyable, mais on est parti là-bas aussi parce que il fait tout le temps beau en Arizona, donc vu que tu as besoin de regarder dehors, en général il faut mieux éviter les nuages. C'était environ 6 mois, ensuite c'était à Oxford, en Angleterre. Et là, c'était environ 4 mois où tu apprends à piloter en regardant tes instruments, donc à l'intérieur. Et donc là, tu peux piloter dans les nuages et tout.
Et ensuite, on a une partie dans un simulateur de grosses machines, donc d'Airbus 320 ou de Boeing 737. Moi, c'était sur 737 que j'avais fait. Et voilà. Et ensuite, après ça, pour entrer dans une compagnie, il faut encore faire une autre formation qui coûte de l'argent. Avant de t'inscrire dans cette école et de te dire « Ok, je me lance, je fais un prêt, je fais ces études, c'est ce que je veux faire », comment t'as passé ce cap? Quelles questions tu t'es posées? T'as pas eu peur? Franchement, j'étais surtout hyper inspirée. J'ai vu que c'était possible, accessible, et ça m'avait l'air tellement incroyable. Vraiment une vocation en fait. C'est littéralement. Ça m'a fait un peu un déclic. Je me souviens que la conversation juste après, j'ai envoyé un message directement à mes parents en disant ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais faire de ma vie. Mais avec un peu de recul, je me dis qu'il y a un côté un peu inconscient de direct plonger dedans, parce que j'avais même pas de plan B, j'ai pas fait d'autres études à côté, donc j'ai directement foncé, fait les entretiens pour entrer dans l'école, et ça s'était bien passé, donc voilà, j'ai pas reculé depuis. Et en parlant de justement tes parents, etc., quelle a été leur réaction, et aussi celle de ton entourage, pas seulement juste tes parents, l'entourage en général, quand non seulement ils ont appris que tu voulais devenir pilote, mais aussi tout ce que ça impliquait derrière? Mes parents, finalement, ils m'ont vraiment soutenue, et ça dès le début. Ils m'ont pas posé des questions que j'aurais pu me poser à l'époque. Est-ce que tu penses en être capable, ou ce genre de choses. Ils m'ont fait confiance. Et heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais pas pu faire ça si eux ils m'avaient pas donné cette confiance. Parce que t'as eu des gens qui justement t'ont mis pas des bâtons dans les roues, mais qui t'ont fait ressentir un peu cette pression. Ouais, il y a des gens de la famille qui, pas directement à moi, mais qui ont dit à mes parents qui sont dingues de me laisser m'endetter à mon âge pour un métier dont on sait même pas si je vais réussir, si je vais trouver de l'emploi. Et il suffit qu'il y ait, par exemple, le Covid, et bam, toutes les compagnies arrêtent d'embaucher. Et ils avaient raison en soi, mais c'est vrai que je me suis pas forcément posé ces questions. J'avais comme une confiance, je me suis dit ça va marcher. Pour autant, quand on me pose la question si les gens devraient avoir un plan B ou pas, c'est quand même plus raisonnable, je pense, d'avoir un plan B. Du coup, quand t'as pris ta décision, t'étais en Nouvelle-Zélande, ouais. Où tu t'es dit, ok, quand je rentre en Belgique, c'est ça que je fais. Mm-hmm. Quelle a été l'étape suivante? T'es rentrée en Belgique et t'as postulé à ton école, t'as été voir la banque. C'est ça. Vu que j'étais un peu à distance, c'était mes parents qui ont dû faire certains entretiens avec la banque. Et on en a regardé des différentes, et il y en a pas mal qui acceptaient, mais avec un taux d'intérêt hyper élevé. Et la seule qui finalement était un peu intéressante, c'était quand même pour 95 000 € de prêt, avec un taux d'intérêt de 4,7%. Est-ce que c'est parce que, donc du coup on parle de banque en Belgique, est-ce qu'il y avait un critère qui fait que ces prêts-là, vu qu'on n'a pas trop la culture du prêt étudiant en Belgique, ils étaient considérés comme des prêts à la consommation et pas des prêts étudiants? Non, c'était une sorte de prêt d'étudiant. Mais c'est vrai que comparé à la France, où eux, ils se font des prêts d'étudiants pour 70 000, du coup je le traduis à la française, pour 70 000 avec un taux d'intérêt à moins d'1%, pour eux ça leur paraît dingue quand je leur dis que moi c'était à 4,7%. Mais ce qui était intéressant avec ce prêt aussi, c'est que je devais pas le rembourser directement. J'avais 2 ans où je devais juste rembourser les intérêts de ceux que j'avais empochés. Et c'était super intéressant pour moi, parce que la première année, j'ai retiré uniquement 12 000 € pour la partie théorique. Et ensuite, ça a vite augmenté, mais ils m'ont donné un petit temps de répit entre ça et le moment où j'ai trouvé un travail. Et ça, c'est la manière dont ça a été fait, donc en tout premier avec ta banque en Belgique. Oui. Et après, ensuite, tu es allé voir en France, et c'est là que tu as un peu découvert l'arnaque au taux d'intérêt, ouais. Et que tu t'es rendu compte que tu pouvais avoir un meilleur prêt dans ce cadre-là, avec cette configuration-là.
Oui, complètement. Et du coup, j'ai directement cherché pour me le racheter, finalement, ce prêt. Et j'ai trouvé dans une banque où ils me l'ont mis pour 10 ans. Moi, ce que j'avais, c'était pour 7 ans, à un taux d'intérêt de 2,07. Donc, c'est quand même un peu plus confortable. Dans les premières années, je gagnais environ 3000 net. Ça, plus un prêt à 1200 avec le prêt belge, je veux dire. Et le loyer et tout, finalement, c'était énormément de dépenses. Et en le rachetant, ça me faisait plus que 750 par mois. Donc, c'était un peu plus confortable pour vivre avec. En plus d'être intéressant financièrement. Du coup, si j'ai bien compris, tu avais ton prêt en Belgique et puis tu t'es renseigné sur ce qui se passait en France, tu as trouvé un truc plus intéressant et tu as racheté ton prêt belge avec une banque française. Exactement. Ok, d'accord. Et du coup, maintenant, tu es basée en France? Ouais. Ok. Ok. Où ça en France? Là, maintenant, à Paris. J'ai changé de compagnie et voilà. C'est super intéressant. J'avais jamais pensé à ce concept de racheter un prêt depuis une banque d'un autre pays. C'est hyper intéressant. Mais finalement, ce qui est terrible, c'est de se dire qu'en Belgique, c'est si difficile de pouvoir faire un prêt étudiant. Parce qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de ce genre de procédé. D'ailleurs, après moi, j'ai orienté aussi pas mal de monde dans la même banque en disant, eux, ils acceptent, donc ils font le même prêt que moi. Et finalement, c'est hyper avantageux pour eux, parce que tout a été bien remboursé. Et enfin... Bref, je comprends pas pourquoi ça se fait pas plus. Du coup, les pilotes qui étaient avec toi, enfin les étudiants à l'époque, quelle était leur situation? Il y avait un peu de tout. Il y avait beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde. Il y en avait quelques-uns dans mon cas aussi. Mais en général, j'ai jamais rencontré de gens aussi à l'aise financièrement que là-dedans. Vraiment, il y en avait aussi pas mal où c'était le papa ou la maman ou même le grand-père ou la grand-mère qui avait un peu d'argent, qui ont dit tiens, je te paye les études. Qui avait un peu d'argent. Un peu d'argent. Non mais c'est vrai que c'était assez impressionnant quand je suis arrivée de voir tous ces gens si riches. Est-ce que tu le savais quand t'es arrivé dans l'école, genre quand tu discutais avec les gens, tu te rendais compte qu'il y en avait qui avaient un prêt et d'autres pas, ou c'est seulement après, une fois que vous êtes sortis d'école, que vous avez réalisé, ok, il y en a qui peuvent profiter de leur salaire, leur plein salaire, et d'autres qui ont encore des prêts sur le dos? Je pense que j'avais réalisé déjà sur le moment, parce que on en discute, ah tiens, toi, t'as fait un prêt ou pas. Mais c'est vrai que il y a une certaine jalousie finalement de mon côté de voir ces gens de mon âge qui ont un salaire énorme pour finalement ne même pas devoir rembourser de prêt. Ils le gagnent ça directement. Je me dis waouh. Après, je suis pas à me plaindre parce que c'était quand même un investissement que j'ai fait et plus tard qui me reviendra fois 1000. Mais c'est fou de se dire aussi jeune, de pouvoir profiter autant de ce salaire. Enfin. C'est ça, parce que toi, au final, ok, tu gagnes bien ta vie, mais bon, tu vis à Paris, donc t'as encore des loyers qui sont élevés, plus t'as deux prêts du coup à rembourser. Oui, on en a pas parlé encore du deuxième. C'est ça. C'est quoi le deuxième? Donc, comme je disais, après l'école que j'ai faite, pour entrer dans une compagnie, il faut faire une autre formation sur la machine sur laquelle tu vas voler. Donc moi, c'était Airbus 320 et ça coûte cher aussi. Combien? Ça, j'ai dû la payer. 45 000 €, celle-là. Okay. Ouais. En plus de toutes les études que tu as déjà faites. Ouais. Ok. Et ça, c'était un peu difficile parce que on a dû refaire un prêt, mais pour le coup, juste au nom de mes parents, parce que on pouvait pas le faire à mon nom vu qu'il y avait déjà l'autre prêt. Et c'était c'était un prêt au taux de 6, quelque chose, entre 6 et 7. Un truc en plus chaque mois à rembourser. Okay. Ouais. Et c'est lourd, et t'embarques ta famille du coup aussi. Et j'embarque ma famille. Ce qui était bien aussi dans le fait de racheter, c'est que j'ai pu retirer mes parents du fait d'être garant. Et donc je me sentais un peu rassurée aussi de ne pas les embarquer là-dedans. Alors que là, c'est vrai que c'est à leur nom, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça va être la première chose à rembourser. Et voilà. Et celui-là, c'est pour combien de temps? Celui-là, il devrait être fini dans 3 ans, je pense. Ok. 3, ouais. Je vais essayer de le finir un petit peu plus tôt, du coup, parce que mes économies, je les utilise pour pouvoir les rembourser tout en un coup.
Je me souviens que tu m'avais aussi parlé d'assurance que tu devais avoir justement sur ce prêt, d'assurance sur ta personne, s'il t'arrive quelque chose, etc. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, j'ai une assurance vie déjà. Ensuite, assurance de perte de licence, parce que c'est un métier qui est directement lié aussi à ton corps. Si tu, pour je ne sais quelle raison, t'as plus de main, tu peux plus faire ce boulot. Et vu que j'ai pas de plan B, c'est vrai que il faudrait que je refasse des études, que je trouve autre chose. Et puis j'ai aussi une assurance pour perte de licence temporaire. Voilà. Ok, donc tu as vraiment tout un système autour de toi financier et d'assurance pour s'il y a un petit couac ou quelque chose, il faut tout prévoir en fait. Ouais, faut tout sécuriser, etc. Et il faut le faire jeune aussi parce que pour ces assurances, c'est plus intéressant pour elles si on reste avec eux longtemps. Alors que si on commence à être pilote un petit peu plus tard, vers 40 ans, là, ils se disent, bon, c'est un peu moins intéressant pour nous et donc ça risque d'être plus cher pour toi aussi. Donc le fait que je commence jeune, ça m'aide par rapport à ça. Et en tant que pilote, c'est quel type de contrat? Est-ce que tu signes un CDI dans une compagnie aérienne ou c'est de l'intérim? Enfin, ça se passe comment? C'est un CDI directement. Ok. Ouais. Donc t'es un peu protégé si tu tombes malade ou si quelque chose t'arrive? Complètement. Du coup, maintenant que t'as fini tes études, que t'es officiellement pilote, que tu jongles avec tes prêts, ton budget, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Oui, c'est sûr. Ça m'a ouvert tellement de possibilités et je suis très heureuse dans le boulot que je fais aujourd'hui. C'est un boulot que je trouve incroyable. Piloter la machine, mais aussi le fait de voir plein de pays différents et non, le boulot en soi, j'adore. Après, on en rediscute dans, je sais pas, 10-15 ans ou peut-être j'en aurai marre, même si je m'imagine pas ça pour l'instant. Ou bien s'il y a une catastrophe naturelle ou je sais pas quoi qui m'empêcherait de faire le boulot, mais en tout cas pour l'instant je suis très heureuse de mes choix. Et d'ailleurs je voulais revenir là-dessus, toi t'es sortie d'école juste avant qu'il y ait tous les problèmes avec le Covid et que l'aviation soit complètement coupée, et je suppose que t'as eu des collègues ou des camarades de classe à l'époque qui eux sont sortis un petit peu plus tard d'école et qui se sont retrouvés dans cette période où les compagnies ne fonctionnaient plus et n'embauchaient plus. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la situation et comment vous l'avez vécu entre vous? Ouais, j'ai eu tellement de chance en fait parce que j'ai signé mon contrat, mon CDI en février 2020, donc vraiment juste avant. Et donc j'ai été protégée. Et pendant longtemps, pendant le Covid, je faisais rien et j'avais quand même mon salaire. J'étais la pire escroc du monde. Mais oui, c'est vrai que c'était un peu moins rigolo sur le moment parce que j'avais peur de perdre ce métier aussi. Parce qu'il n'y avait pas intérêt avec le prêt à côté. Je me suis dit, ça se trouve, ils auront plus besoin de moi et ils vont me virer. Ça n'a pas été le cas. Donc j'ai eu beaucoup de chance aussi là-dessus. Et ces amis qui n'ont pas signé le contrat, il y en a certains qui ont quand même payé la QT, donc la formation pour la machine de la compagnie, celle qui coûte 45 000 €, et qui n'ont pas signé le contrat après. Il n'y a pas quelque chose qui lie le fait de payer une formation avec une promesse d'embauche? Il y a une sorte de promesse d'embauche, mais pas tout de suite. Cas exceptionnel, le Covid, je suppose aussi. Et du coup, eux, ils ont attendu, je pense, un an et demi avant d'être réembauchés par cette compagnie. Je sais pas ce que j'aurais fait dans ces circonstances parce que j'aurais dû commencer à payer le prêt et pas uniquement les intérêts. Sans boulot. Job alimentaire, quoi. Vraiment en attendant que tu puisses... Complètement. Wow. Et puis pour renouveler aussi les licences et tout, parce que ça a un certain prix. Donc, puis j'ai aussi d'autres amis qui sont arrivés après, où les compagnies n'embauchaient plus, vraiment. Et eux, ils ont dû trouver d'autres boulots dans l'aérien, un peu plus... où on gagne encore moins. J'ai une amie qui a fait de l'aéromédical et elle gagnait rien pour rien. Elle gagnait, je trouvais, assez peu pour le travail qu'elle faisait. On l'appelait à 3h du matin. Elle était d'astreinte en gros pendant une semaine et on pouvait l'appeler n'importe quand. Et elle devait y aller et transporter un cœur ou je sais pas quoi. Ça avait l'air d'être une vie
hyper fatigante pour finalement recevoir un salaire de 2 000 € environ net. Sauf que... Avec une formation de pilote, elle devait être pilote de base. Oui, Ah ouais. avec sa formation, donc ça veut dire avec le prêt. Ouais, c'est ça. Et avec ses parents lui payaient le loyer parce que sinon elle pouvait pas vivre tout court. Donc... Parce que quand tu fais des études aussi chères, tu t'attends à un salaire qui te permet Qui- de rembourser ton prêt et de vivre confortablement quand même. Ouais, exactement. Après, ça a été une expérience pour elle qui était hyper intéressante. Elle pilotait des Piaggio, elle aimait beaucoup ça, mais c'est quelque chose de très fatigant. Tu peux pas avoir une vie normale, tu peux rien prévoir parce qu'on peut t'appeler n'importe quand. Donc, ouais. Voilà, un peu différents cas. J'ai quelques amis qui ont dû refaire des études aussi après la formation. Mais en général, la plupart des gens qui étaient dans ma classe ont trouvé un boulot quand même Ok. après. Est-ce que le salaire de pilote vaut le prix de sa formation? Donc ça dépend chez qui, déjà. Ça dépend quelle compagnie. Là où je suis maintenant, oui, clairement. Le mieux dans tout ça, c'est que ça ne fait qu'augmenter. Tu peux passer sur long courrier, et là tu gagnes un petit peu plus ta vie encore. Puis tu peux passer commandant de bord, et voilà, ça fait qu'augmenter. Donc, investissement sur soi-même. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et c'était vraiment une discussion Hyper super inspirant. intéressante. Et c'est vrai que on n'a pas souvent accès à ce genre de profil, donc pouvoir poser un petit peu ces questions-là en donnant les chiffres. Merci beaucoup pour ça. Et je peux que vous recommander d'aller voir la vidéo que tu as faite. Tu as fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle 4 étapes pour devenir pilote de ligne. Donc Gaëlle vous explique tout son parcours et dans les détails avec des super photos de tous les endroits où elle a été pilotée et elle a fait sa formation. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci les filles. Merci, j'ai adoré passer ce moment avec vous.